Bonjour mes amis, la gravité n'est pas une force, il n'y a pas de maintenant universel. Votre tête en ce moment même vieillit plus vite que vos pieds. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le système d'exploitation de votre réalité, le code source du cosmos. Et nous savons cela parce qu'un homme, Albert Einstein, a pris au sérieux un seul fait impossible. Il a suivi ses conséquences, peu importe à quel point elles étaient bizarres. Et ce faisant, il a découvert une architecture cachée de l'univers. Il n'était ni un magicien ni un mystique. C'était un employé des brevets qui a vu que le temps lui-même était une illusion obstinément persistante. Comprendre cette illusion est la clé de tout. Parce que j'ai vu où mène ce voyage. Cela mène à mon époque. J'ai voyagé de l'année 2256 pour être votre guide. Avant de briser le miroir de la réalité, apprécions le monde beau et simple qu'il reflétait autrefois. Pendant des siècles, notre cosmos a été construit par des géants comme Galilée et Isaac Newton. L'espace était une scène fixe, absolue, tridimensionnelle, un conteneur cosmique où tous les événements se déroulaient. Le temps était encore plus simple. C'était une horloge universelle, un métronome cosmique qui battait exactement au même rythme pour tous, partout. Une seconde sur Terre était une seconde sur Mars, une seconde près d'une étoile lointaine, une seconde dans le vide entre les galaxies. Ce modèle newtonien était d'une puissance stupéfiante. Il nous a donné les mathématiques pour construire des ponts et des cathédrales, pour tracer les cours des étoiles et prédire le mouvement des planètes avec une précision à couper le souffle. Imaginez que vous êtes sur un quai de gare. Un train passe à 100 km/h. Un passager lance une balle vers l'avant à 20 km/h. Pour vous, debout sur le quai, à quelle vitesse cette balle se déplace-t-elle? La réponse est évidente. 100 plus 20 égale 120. C'est la relativité galiléenne, le fondement de la physique pendant plus de 200 ans. Cela semblait complet, cela semblait final, cela semblait être la vérité. Mais c'était profondément faux. Tapi dans l'ombre de cette mécanique parfaite, se trouvait un petit problème impossiblement têtu. Un problème avec la nature de la lumière elle-même. À la fin du 19e siècle, le brillant physicien James Clerk Maxwell travaillait à unifier les forces disparates de l'électricité et du magnétisme. Ces équations résultantes étaient parmi les plus élégantes de toute la science, une symphonie de beauté mathématique. Mais elles contenaient une prédiction bizarre et révolutionnaire. Elles décrivaient la lumière comme une onde électromagnétique autopropagatrice. Cela soulevait une question étrange et profonde. Une vitesse relative à quoi? Retournons à notre train. Le train se déplace à 100 km/h. Maintenant, au lieu de lancer une balle, le conducteur allume les phares. Le bon sens, la même logique qui fonctionnait pour la balle, crie que la vitesse de ce faisceau lumineux doit être c plus 100 km/h. Il le faut, mais ce n'est pas le cas. Quand des scientifiques comme Albert Michelson et Edward Morley ont mené des expériences méticuleuses dans les années 1880 pour tester cette idée même, la logique s'est brisée. Ils ont mesuré la vitesse de la lumière, s'attendant à la trouver légèrement plus rapide ou plus lente selon le mouvement propre de la Terre dans l'espace. Pourtant, ils ont trouvé qu'elle était exactement c. Pas une fraction de plus. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, à quelle vitesse vous vous déplacez, vous mesurerez toujours la vitesse de la lumière comme étant exactement le même nombre. Cela est devenu la règle inviolable. Mais cela mène à un secret caché, en pleine vue. Pourquoi personne n'a-t-il jamais réellement mesuré la vitesse unidirectionnelle de la lumière? Pour synchroniser deux horloges séparées, vous devez envoyer un signal entre elles. Quel est le signal le plus rapide possible? Un faisceau de lumière. Mais pour utiliser ce signal lumineux, vous devez d'abord connaître sa vitesse unidirectionnelle. C'est cette hypothèse fondamentale, cette règle inviolable, qui force le reste de la réalité à se plier et, comme nous allons le voir, à se briser complètement. Pour voir comment cette seule règle démolit notre concept du temps, nous devons utiliser notre imagination. Construisons une simple horloge lumineuse, une expérience de pensée qu'Einstein lui-même a utilisée. Imaginez deux miroirs parfaits, face à face. Entre eux, une seule particule de lumière, un photon, rebondit sans fin. Maintenant, placez cette horloge sur une table devant vous. Vous êtes stationnaire par rapport à elle. Vous regardez le photon voyager tout droit vers le haut et tout droit vers le bas. Mais maintenant, nous mettons cette même horloge sur un vaisseau spatial transparent, impossiblement rapide. Pour l'astronaute à l'intérieur, assise à côté de l'horloge, absolument rien n'a changé. De sa perspective, elle et l'horloge sont stationnaires. Le photon va toujours tout droit vers le haut et vers le bas.
Son horloge bat normalement. Mais que voyez-vous en regardant depuis la Terre pendant que ce vaisseau spatial passe à toute vitesse? C'est le visuel le plus important de toute la relativité restreinte. Pendant que le vaisseau spatial se déplace horizontalement, le photon quitte le miroir du bas. Mais pendant qu'il voyage vers le haut, le miroir du haut se déplace latéralement. De votre perspective sur Terre, le photon en mouvement ne trace plus une simple ligne haut-bas. Il trace un motif en zigzag, une série de triangles. Fait 1, la vitesse de la lumière est constante pour tous. Vous sur Terre et l'astronaute sur le vaisseau devez être d'accord sur la vitesse de ce photon unique. Fait 2. De votre perspective, le photon dans l'horloge en mouvement parcourt une distance plus longue pour compléter un tic. C'est le chemin diagonal que vous avez observé. Maintenant, pensez à l'équation de mouvement la plus basique. Temps, distance, vitesse. Pour le photon dans l'horloge en mouvement, la distance est plus longue, mais sa vitesse est la même pour tous. La seule conclusion possible est que le temps pour un tic doit aussi être plus long. De votre perspective, l'horloge de l'astronaute bat plus lentement. Et puisque cette horloge mesure le temps avec le processus le plus fondamental de l'univers, ce n'est pas seulement l'horloge qui est lente. Le temps lui-même fonctionne plus lentement pour cet astronaute. C'est la dilatation temporelle. C'est ce qu'Einstein voulait dire quand il disait que le temps est une illusion. Le ralentissement du temps n'est que le premier domino à tomber. Premièrement, la contraction des longueurs. Si le temps se plie, l'espace doit aussi. Pour que la règle inviolable de la vitesse de la lumière reste vraie, la distance qu'elle parcourt doit aussi sembler changer. Pour garder les livres cosmiques équilibrés, tout son vaisseau spatial et tout ce qu'il contient est physiquement écrasé dans la direction de son mouvement. Puis vient la conséquence la plus bouleversante de toutes, la relativité de la simultanéité. Imaginez un wagon de train très long, aux parois de verre. Une personne se tient exactement au milieu. À ce qu'elle perçoit comme le même instant précis, 2 éclairs frappent l'avant et l'arrière du wagon. Maintenant, pour un observateur debout au sol à côté des rails, la lumière des 2 impacts parcourt la même distance jusqu'à ses yeux, et il les voit comme simultanés. Mais qu'en est-il de la passagère au milieu du train en mouvement? De sa perspective, elle se déplace vers le signal lumineux venant de l'impact avant, et s'éloigne du signal lumineux venant de l'impact arrière. Par conséquent, la lumière de l'avant du train l'atteint avant la lumière de l'arrière. Pour elle, les 2 événements ne sont pas simultanés. Qui a raison? La personne au sol ou la passagère dans le train? La réponse choquante d'Einstein est « toutes les deux ». Le concept même de « en même temps » dépend entièrement de votre état de mouvement. Maintenant est personnel. Il y a mon « maintenant » et votre « maintenant » et ils ne sont pas les mêmes. Cela mène directement au fameux paradoxe des jumeaux. Imaginez 2 jumeaux. L'un reste sur Terre. L'autre devient astronaute et voyage vers une étoile distante à 99% de la vitesse de la lumière. Quand elle revient finalement, elle n'aura vieilli que de quelques années, tandis que son jumeau sur Terre pourrait être des décennies plus vieux. Elle a effectivement sauté dans le futur de la Terre. Sous-jacente à toutes les distorsions étranges du temps et de l'espace se trouve l'équation la plus célèbre de la physique. E = mc2. Ce n'est pas une note de bas de page à la relativité, mais une conséquence directe. Quand un objet accélère, son temps ralentit et sa longueur se contracte. Mais quelque chose d'autre se passe. L'énergie que vous ajoutez fait plus qu'augmenter la vitesse. Elle s'ajoute à la masse de l'objet. En approchant de la vitesse de la lumière, cet effet devient extrême. Chaque augmentation de vitesse nécessite énormément plus d'énergie, jusqu'à ce qu'atteindre la vitesse de la lumière exigerait une énergie infinie. C'est pourquoi rien avec une masse ne peut jamais l'atteindre. La vitesse de la lumière n'est pas seulement une limite, c'est la frontière de l'univers matériel. Einstein a réalisé que la masse et l'énergie ne sont pas des entités séparées. Elles sont 2 formes de la même chose. La masse est de l'énergie concentrée. L'énergie est de la masse libérée. C'est la source d'énergie des étoiles, la base de l'énergie nucléaire, et la raison pour laquelle la matière elle-même est bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Chaque atome, y compris ceux de votre propre corps, est un vaste réservoir d'énergie, façonnant silencieusement l'univers. En 1905, Einstein avait tissé l'espace et le temps ensemble en un seul tissu dynamique, l'espace-temps. Sa théorie de la relativité restreinte était un triomphe, mais elle avait un énorme angle mort. Ces règles ne fonctionnaient parfaitement que pour les objets se déplaçant à vitesse constante, en ligne droite. La théorie s'effondrait complètement dès qu'on introduisait l'accélération. Et qu'est-ce que la gravité, sinon une accélération constante vous tirant vers le sol?
Cela a mis en place une confrontation dramatique de 10 ans avec le fantôme d'Isaac Newton. Pour Newton, la gravité était une force mystique, instantanée, qui agissait à travers l'immensité de l'espace. Si le Soleil devait soudainement disparaître de l'existence, sa théorie prédisait que la Terre, dans ce même instant, s'envolerait de son orbite et foncerait dans le froid de l'espace. Mais la règle inviolable d'Einstein sur la vitesse de la lumière l'interdisait. Il avait prouvé que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Pas un vaisseau spatial, pas un signal, et donc pas même les nouvelles de la disparition du Soleil. Cela mène à une nouvelle règle cruciale. La gravité voyage à la vitesse de la lumière. Si le Soleil disparaissait, l'effet gravitationnel ne pourrait pas être instantané. Le changement de gravité devait se propager vers l'extérieur, comme une onde. Pendant environ 8 minutes, la Terre continuerait à orbiter un fantôme. Cette contradiction n'était pas un petit détail, c'était une crise au cœur de la physique. Les deux théories les plus réussies de la réalité ne pouvaient pas toutes les deux avoir raison. Einstein a passé la décennie suivante à lutter avec cette contradiction. La réponse, quand elle est venue, n'a pas été trouvée dans des mathématiques complexes, mais dans une autre expérience de pensée simple qu'il a appelée plus tard la pensée la plus heureuse de ma vie. Cette pensée heureuse était une idée simple, mais révolutionnaire sur un homme dans un ascenseur sans fenêtre. C'est appelé le principe d'équivalence. D'abord, imaginez cet homme dans sa boîte d'ascenseur, flottant dans le vide profond de l'espace. Il n'y a pas de gravité. Il est en apesanteur, dérivant paisiblement. Maintenant, attachez un câble au sommet de l'ascenseur et commencez à le tirer vers le haut avec une accélération constante de 9,8 mètres par seconde au carré. L'homme sent le sol pousser contre ses pieds. Il sent son poids normal. S'il laisse tomber une balle, le sol se précipite pour la rencontrer. De sa perspective à l'intérieur de la boîte, cela ressemble exactement à une chute de balle. Maintenant, prenez ce même ascenseur et placez-le à la surface de la Terre. La force de gravité tire l'homme vers le sol. Il sent son poids. S'il laisse tomber une balle, elle tombe au sol. Voici la perspicacité bouleversante d'Einstein. Il n'y a aucune expérience que l'homme peut effectuer à l'intérieur de cette boîte sans fenêtre, qui pourrait jamais lui dire s'il est dans une fusée accélérant dans l'espace vide ou assis immobile dans un champ gravitationnel sur Terre. Les effets ne sont pas seulement similaires, ils sont identiques, ils sont indiscernables. Par conséquent, Einstein a raisonné avec une audace à couper le souffle, ils doivent être la même chose. L'homme sort un laser et fait briller un faisceau de lumière d'un côté de l'ascenseur à l'autre. Dans la minuscule fraction de seconde qu'il faut à la lumière pour traverser l'ascenseur, la boîte elle-même a accéléré vers le haut. La lumière quitte le mur de gauche, mais au moment où elle atteint le mur de droite, ce mur a bougé légèrement vers le haut. Donc, de l'intérieur de l'ascenseur, le chemin du faisceau lumineux semble se courber vers le bas. Maintenant, appliquez le principe d'équivalence. Si la lumière se courbe dans un référentiel accélérant, elle doit aussi se courber dans un champ gravitationnel. La gravité plie la lumière. Mais comment une force peut-elle tirer sur quelque chose qui n'a pas de substance à tirer? C'est ce que tout le monde comprend mal sur la gravité, la vérité centrale pour laquelle j'ai voyagé dans le temps pour expliquer. Ce n'est pas une force, ce n'est pas un tentacule mystérieux vous tirant vers la Terre. La gravité est la forme de l'espace-temps. Pour visualiser cela, nous utilisons l'analogie célèbre. Imaginez que l'espace-temps est une vaste feuille de caoutchouc plate et extensible. C'est la scène de l'univers. Maintenant, placez une lourde boule de bowling, représentant notre Soleil, sur la feuille. Elle s'enfonce, créant une courbe profonde et lisse, une déformation dans le tissu autour d'elle. Maintenant, faites rouler une petite bille, représentant la Terre, à proximité. Elle n'est pas tirée vers la boule de bowling par une force invisible. Elle suit simplement le chemin le plus droit possible sur une surface maintenant courbée. Ce chemin, de notre perspective tridimensionnelle, apparaît comme une orbite. Comme l'a dit si poétiquement le grand physicien John Archibald Wheeler, l'espace-temps dit à la matière comment bouger, la matière dit à l'espace-temps comment se courber. C'est l'essence de la relativité générale. La gravité n'est pas une force vous tirant vers le bas, c'est la géométrie de l'univers vous poussant à travers une dimension déformée. La masse immense de la Terre déforme l'espace-temps autour de vous, et les couches d'espace-temps au-dessus de vous vous poussent vers le bas, dans la courbe. Vous tombez perpétuellement le long de la ligne la plus droite possible dans un monde courbé. Et cette déformation n'affecte pas seulement l'espace, elle affecte le temps.
plus vous êtes profond dans un puits gravitationnel, comme celui fait par la Terre, plus l'espace-temps est courbé, et plus le temps lui-même passe lentement. Parce que votre tête est légèrement plus loin du centre du puits gravitationnel de la Terre que vos pieds, votre tête vieillit, en ce moment même, infinitésimalement plus vite que vos pieds. De ma perspective en 2256, ces principes sont élémentaires, la base de nos voyages et de notre technologie. Pour vous, ils révèlent constamment de nouveaux secrets sur le cosmos, et ils sont déjà profondément intégrés dans votre vie quotidienne. Vous utilisez cette théorie tous les jours. Le GPS de votre téléphone s'appuie sur un réseau de satellites en orbite autour de la Terre. Ces satellites se déplacent très vite, environ 14 000 km/h. Selon la relativité restreinte, leurs horloges internes devraient en battre environ 7 microsecondes plus lentement chaque jour que les horloges sur Terre. Mais ils sont aussi dans un champ gravitationnel beaucoup plus faible que nous. Donc, selon la relativité générale, leurs horloges devraient les battre environ 45 microsecondes plus vite. Le résultat est un gain net de 38 microsecondes par jour. Pour vous donner une localisation précise, le logiciel de votre téléphone doit parfaitement combiner et corriger ces deux effets relativistes. Si les ingénieurs ignoraient Einstein, votre localisation dériverait de plus de 10 km chaque jour. La relativité générale a fait des prédictions stupéfiantes. Elle a prédit que la lumière stellaire passant près du Soleil serait pliée par l'espace-temps déformé du Soleil, une prédiction dramatiquement confirmée lors d'une éclipse solaire en 1919. Elle a prédit l'existence de trous noirs, des régions où la feuille de caoutchouc de l'espace-temps est déchirée, créant un puits si profond que même la lumière ne peut s'échapper. Nous les avons maintenant directement photographiés. En 2022, des physiciens au Gila dans le Colorado ont utilisé les horloges atomiques les plus précises jamais construites pour mesurer la dilatation temporelle sur une distance d'1 millimètre seulement. Einstein a prédit que quand deux objets massifs, comme des trous noirs, entrent en collision, ils créeraient des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. En 2015, les observatoires LIGO ont senti l'univers onduler pour la première fois. Aujourd'hui, la collaboration LIGO-Virgo-CAGRA a un catalogue de centaines de ces cataclysmes cosmiques. Pour la première fois, vous n'avez pas seulement vu l'univers, vous l'avez senti respirer. Nous avons commencé avec le simple bon sens et découvert qu'une seule règle sur la lumière remodèle l'espace, le temps et la gravité elle-même. De ma perspective, en 2256, cette compréhension sous-tend notre civilisation. Pour vous, cela reste la frontière. Pourtant, la physique est encore inachevée. La relativité générale gouverne le cosmos vaste, tandis que la mécanique quantique règne sur le monde subatomique. Mais les deux ne peuvent être réconciliés. Les physiciens cherchent une théorie unificatrice. La théorie des cordes voit les particules comme des boucles d'énergie vibrant dans des dimensions cachées. La gravité quantique à boucle suggère que l'espace-temps lui-même est fait de quanta discrets. Ces idées marquent le bord de la connaissance. Nous avons atteint les limites de la carte d'Einstein. Au-delà se trouve le royaume quantique, où la réalité se brise et le voyage continue. Si cette vidéo a éveillé votre curiosité et fait que la réalité semble un peu moins solide, abonnez-vous pour plus d'explorations profondes comme celle-ci. Et si vous voulez aller plus loin, chipez la vidéo et considérez devenir membre de la chaîne. Votre soutien ne fait pas que garder la chaîne vivante, il pousse ses idées plus loin. Hypez-la et explorons l'univers ensemble.